Dans le paisible village de Kama, où les champs de mil s'étendaient à perte de vue sous un soleil ardent, vivait un homme respecté de tous, Karamoko. Cultivateur hors pair, il incarnait la sagesse et la droiture. 10 ans plus tôt, sa tendre et gentille épouse, Sira, lui donna des jumeaux, 2 robustes petits garçons qui se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Les garçons grandissaient dans l'amour et avec les précieux conseils de leur mère. Adama et Moriba étaient aimés de tout le village. Ils étaient tous les 2 taquins et fouineurs. Ils étaient si farceurs qu'il leur arrivait de faire de mauvaises blagues aux autres enfants du village qui allaient te plaindre auprès de Karamoko, leur père. À part Sira, la mère des jumeaux, personne dans le village n'arrivait à différencier les jumeaux, pas même Karamoko, leur père, qui se trompait parfois s'il ne prêtait pas attention au seul signe distinctif des jumeaux, le 6e doigt de Moriba. En dehors de ce 6e doigt, Sira voyait d'autres signes en Moriba, des signes que seule une mère peut voir. Et cela l'attristait. Mais elle décida de ne pas en parler à Karamoko qui adorait ses enfants. Un jour, un vieil homme du village à qui Karamoko apportait souvent un sac de tubercules d'igname lui dit ceci: « Un de tes fils n'est pas ton fils, tu es son géniteur mais il n'est pas à toi. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Karamoko, qui finit avec le temps par oublier cette information qui n'avait pour lui aucun sens. Adama et Moriba grandirent et devinrent tous 2 de charmants jeunes hommes qui aidaient leur père qui commençait à se faire vieux et se plaignait de douleurs dans le dos. Un soir, après les travaux, lorsque les 2 jeunes hommes rentraient au village, Adama proposa à son frère de faire un jeu. « Et si nous jouions à cache-cache » Moriba accepta tout de suite en souvenir du bon vieux temps où il jouait à ce jeu dans les champs de maïs de papa Karamoko. Moriba proposa de se cacher et Adama devait le retrouver, ce qu'il fit. Il disparut derrière les énormes tiges de bananes et Adama commença à le chercher. Il chercha son frère pendant des minutes, puis pendant des heures, chercha et chercha encore jusqu'à la tombée de la nuit. Moriba restait introuvable. Adama en larmes rentra seul au village et une fois en face de ses parents, il éclata en sanglots. Moriba a disparu, ah ah ou ah ou. Il pleurait de plus belle. Pendant que Karamoko questionnait le jeune homme pour en savoir plus, Sira commença à pleurer silencieusement. Karamoko commençait à perdre patience. « Mais que faisiez-vous quand ton frère a disparu? Que lui as-tu fait? Je ne lui ai rien fait, je te jure, père. » Karamoko commença à s'inquiéter. Il entra dans sa case et sortit presque aussitôt avec un boubou qu'il enfila à l'envers sans s'en rendre compte. Il alla chez le vieux marabout qui vivait sur le flanc de la colline. Le vieux lui dit à peine dans sa case: « Demande à ta femme Karamoko, elle seule sait où se trouve Moriba. » Une fois rentré, sur un ton sévère, Karamoko questionna Sira qui jurait sur tout ce qu'elle a de cher qu'elle ne savait pas où se trouvait leur fils. Aucun villageois ne put fermer l'œil cette nuit. Aux premières lueurs du jour, les jeunes allèrent en direction des champs, les femmes du côté de la rivière et les hommes se dirigèrent vers la forêt sacrée. Tous crièrent « Moriba, Moriba !» Tout à coup, le ciel s'assombrit et un bruit assourdissant déchira les nuages. Effrayés par ce grondement de tonnerre, les villageois retournèrent au village en courant. Les jours passèrent, une tristesse infinie enveloppa le village et ses habitants. Dans la famille de Karamoko, les plats cuisinés par Sira restaient des jours sans que personne n'y touche, et elle, Sira, rongée par les remords, ne laissait rien paraître et continuait de pleurer en silence. Jusqu'au jour où, sur le chemin de la rivière, elle se retrouva nez à nez avec le vieux édenté à qui personne ne prêtait attention. Il lui dit « Il n'existe qu'un chemin pour retrouver ce qui a été pris. Tu dois réunir tout le village et avouer ton secret. » Sira, torturée par le remords, avoua son forfait ce soir-là à Karamoko assis dans le noir. « J'ai fait un pacte avec les génies quand je ne réussissais pas à tomber enceinte et en échange, ils devaient prendre un des jumeaux quand ce dernier aura l'âge d'avoir une femme. Et j'ai toujours su que ce serait Moriba car les génies m'avaient dit que celui qui leur revenait aurait un signe distinctif. Donc le 6e doigt de Moriba était le signe qu'il avait été choisi par les génies. Pardonne-moi mon mari, pardon, je t'en supplie, pardonne-moi. » Elle pleurait à chaudes larmes. Karamoko entra dans une colère noire. « Pour Q. »« As-tu fait ça ? Pour Kiwa. »
Karamoko, bouillonnant de colère, alla expliquer la situation au marabout sur le flanc de la colline. Le sacrifice pour délivrer Moriba serait que tout le village jeûne pendant 7 jours. 7 jours sans boire ni manger, jeunes et vieux. Les villageois en colère contre Sira décidèrent quand même de jeûner. Mais à chaque fois, il y avait quelques enfants qui n'arrivaient pas à tenir le coup. Ils allaient dans la forêt cueillir des fruits pour les manger ou couraient à la rivière pour étancher leur soif. Après plusieurs tentatives, ils réussirent à tenir pendant les 7 jours. Un soir, dans le calme du crépuscule, Adama vit une ombre derrière lui et poussa un cri strident. « Moriba est de retour. Mon frère jumeau est revenu. » Tous les villageois sortirent de leurs cases avec leurs instruments de musique et une fête improvisée commença et dura toute la nuit. Le vieux édenté profita de cette occasion pour prendre la parole dans un moment de calme. « Chers habitants de Kama, ne faites plus jamais de pactes avec les génies. Ces génies sont ici pour protéger le village et ses habitants. Nous les honorons par des rituels. Ne faites plus de pactes qui pourraient troubler la quiétude de nos terres. » Les villageois acquiescèrent par un roulement de tambour et la fête reprit de plus belle.